Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regard croisé. Aujourd'hui, nous avons comme thématique autodidacte, savoir-faire concret, valeurs sous-estimées. Dans nos sociétés, d'innombrables compétences naissent et s'affinent hors des parcours officiels. Ils font vivre des familles, soutiennent des communautés, mais pourtant restent sans reconnaissance. Comment leur donner la place qu'ils méritent dans l'économie et la société? C'est autour de cela que nous croiserons le regard ce soir. Pour parler d'autodidactie et de la reconnaissance des compétences acquises hors des cadres classiques, nous recevons aujourd'hui le docteur Boubacar Diop, enseignant, chercheur et expert en droit et entrepreneuriat. Il accompagne depuis plus de 13 ans des porteurs de projets, des jeunes en reconversion et des demandeurs d'emploi en France comme en Mauritanie. Son parcours à la croisée des continents illustre parfaitement la valeur de l'apprentissage continu et de l'expérience pratique. Bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Alors, pour contextualiser, je pense qu'il est important de poser cette question légitime. Comment reconnaître la valeur d'un savoir-faire quand il échappe au code de reconnaissance traditionnel? Bonsoir, merci déjà. Je suis aussi honoré de cette opportunité de parler un peu on va dire, de ce public et surtout aussi de cette population non reconnue à sa juste valeur, donc les autodidactes. Alors, ce qu'il faut savoir tout simplement par rapport à cette question, c'est que nous vivons dans un pays où l'informel, ou bien par exemple ceux qui travaillent quand même dans l'informel, représentent presque 70% de ceux qui travaillent. Et la question maintenant, c'est que est-ce que cette population-là est reconnue à sa juste valeur par rapport à la qualification dont elle bénéficie ou dont elle a et qui n'est pas forcément valorisée comme pourrait l'être quelqu'un qui est diplômé dans un circuit classique conçu bien sûr par la société. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Maintenant, alors, la problématique qui se pose souvent quand on aborde ces questions-là, c'est que y a-t-il un dispositif, y a-t-il des politiques publiques qui peuvent éventuellement orienter, encadrer, on va dire, toutes ces populations-là ou toutes ces personnes autodidactes en vue de les faire rentrer dans le circuit classique et leur donner une valeur qui est la leur pour avoir un système qui est plus ou moins inclusif. Justement, y a-t-il un mécanisme établi pour détecter ou plus ou moins accompagner ces savoir-faire? Alors, les mécanismes on va dire, sont nombreux. Alors maintenant, les sphères classiques sur lesquelles en fait, se construit ce système-là sont beaucoup plus, comme je le disais tout à l'heure, un système qui permet tout simplement de pouvoir les faire, on va dire, entrer dans un paradigme qui leur permettra de pouvoir suivre un système qui sera plus ou moins inclusif, basé uniquement sur la valorisation de leur savoir-faire. Parce que là, ici, c'est surtout une question de savoir-faire. C'est-à-dire que ils ont un savoir-faire qui est là, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Un exemple concret, le mécanicien qui est dans un quartier, qui répare vos voitures. On sait que voilà, il s'y connaît, il arrive vraiment à solutionner des problématiques du quotidien. Le couturier qui est là, ou bien tout simplement l'informaticien qui a pu apprendre, on va dire, à travers YouTube, etc., à travers toutes ces techniques qui existent. Exactement. Donc, raison pour laquelle ces personnes-là, on peut dire que le savoir, il est là, mais comment valoriser ce savoir de là à ce qu'il puisse être inclus dans un système qui a tout le temps valorisé que les diplômés. Et comme je le dis souvent, le diplôme ne fait pas l'intelligence. Exactement. Alors, comment ces savoir-faire concrets participent-ils à la dynamique économique et sociale malgré leur invisibilité? Alors, bien sûr, ces savoir-faire participent, on va dire, de manière logique, de manière concrète. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'image des exemples que je viens de citer, on sait que ces personnes-là font partie vraiment des éléments qui font vivre la société. Le mécanicien, comme je disais tout à l'heure, le couturier, comme je disais tout à l'heure, ou bien l'informaticien, c'est, on va dire, des professionnels. Après, il va falloir peut-être redéfinir le concept de professionnel, on y reviendra sûrement. Mais pour dire seulement que c'est des gens qui participent dans la dynamique sociale. Alors, cette dynamique-là fait que c'est des gens qui font tourner l'économie. Sans ces personnes-là, nous pouvons dire que parfois l'économie tourne à ralenti. Aujourd'hui, en fonction bien sûr de votre budget, vous savez vers quel professionnel vous êtes en mesure de vous tourner pour pouvoir réaliser, on va dire, une réparation, réaliser, je ne sais pas, ça peut être réalisé par exemple quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours, c'est-à-dire vos besoins spécifiques. Voilà. Alors ce déséquilibre est-il
une question de non-compréhension de ces autodidactes ou juste du manque de valorisation de ces compétences? Alors, oui, effectivement, vous avez vraiment mis le doigt sur les éléments qui sont vraiment conséquentiels parce qu'en fait, effectivement, il y a cette problématique d'incompréhension. Pourquoi incompréhension? Parce que tout simplement, on nous a toujours expliqué et on va dire, entre guillemets, excusez-moi le terme, baratiné que celui qui réussit, c'est celui qui a fait un cycle classique d'enseignement que nous connaissons tous. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, ce sont, on va dire, des professionnels qui ont appris sur le tas à travers différentes formes, mais que ces apprentissages-là, aujourd'hui, sont tellement importantes et sont tellement, on va dire, valorisantes qu'il est temps que la société puisse leur donner la place qui leur revient de droit quelque part. Maintenant, tout ça, ce n'est pas la société qui va, bien sûr, morceler, orienter tout ça, c'est bien sûr les pouvoirs publics, c'est l'État. L'État dans sa fonction régalienne, mais surtout aussi dans sa fonction de mettre en place des règles qui orientent et encadrent toutes les activités de la vie économique. Exactement. Alors, comment mesurer? Non, d'abord, les obstacles qui limitent l'accès à ces personnes dans tout ce qui est opportunité d'évolution et grimper les échelons, si on peut dire ça comme ça. Alors, les obstacles, bon, d'abord, on a parlé de la question de la reconnaissance. Donc, du moment que ces personnes ne sont pas reconnues, donc elles n'ont pas forcément accès à, on va dire, accès aux droits dont ils ont la possibilité. Qu'appelez-vous droit? Alors ici, quand je parle d'accès aux droits, c'est-à-dire qu'imaginons accéder par exemple à des financements, accéder par exemple à des projets. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va dire qu'ils ne rentrent pas dans les cases qui ont été prédéterminées. Et donc, le fait de ne pas vouloir accéder à ces droits-là, ces droits sociaux, ou bien on peut prendre même l'exemple par exemple de la protection sociale. Peu de personnes qui sont dans ce secteur-là bénéficient d'une protection sociale réelle. Aujourd'hui, vous avez par exemple, avec la CNAS, etc., il y a une vraie politique, il y a, on va dire, une volonté réelle de pouvoir toucher toutes ces couches-là, on va dire, professionnelles. Maintenant, effectivement, ça va mettre du temps et comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Donc, raison pour laquelle je reste optimiste quand même. Mais pour revenir sur la question de la reconnaissance, c'est vrai que cette reconnaissance, elle est essentielle. Parce que sans cette reconnaissance, il n'y a pas une vraie valorisation de ce savoir-faire qui est réel et qui, forcément, est un poumon de l'économie nationale. Vous avez parlé tout à l'heure de cases. Faudrait-il revoir ces cases? Comment s'y prendre? Quelle serait la méthode la plus appropriée pour inclure justement ces autodidactes? Effectivement. Alors, effectivement, dès qu'on aborde ce sujet-là, je pense que le fond de cette problématique-là, c'est juste une question d'inclusion. C'est-à-dire de se dire simplement que du moment qu'on reconnaît que ces personnes-là participent au rayonnement de l'économie, ou bien sont des acteurs principaux de l'économie, il va falloir trouver un moyen de les inclure en leur demandant on va dire, de faire partie de ce train qui est en marche. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il existe bien sûr à travers le monde différents dispositifs qui visent tout simplement à inclure, à compléter éventuellement ces savoir-faire par des formations théoriques en vue de pouvoir non seulement les valoriser, mais pouvoir aussi leur donner une qualification professionnelle qui leur permettra de rentrer dans les standards classiques que nous avons. Vous voulez dire que malgré ces compétences apprises par eux-mêmes, il serait aussi important qu'ils professionnalisent ces compétences. Effectivement, parce que la problématique liée par exemple au système autodidacte ou des personnes qui sont autodidactes, etc., c'est que parfois, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est que parfois c'est la partie théorique qui leur manque et parfois aussi c'est la question des savoir-être, la posture professionnelle. Par exemple, je n'ai rien contre les mécaniciens. J'ai cité tout à l'heure les mécaniciens ou les couturiers. Je n'ai rien contre eux, mais bon, c'est des exemples qui parfois peuvent être frappants. Par exemple, le mécanicien, il sait, par exemple, que pour cette voiture, à partir de ce bruit-là, d'où ça vient. Mais sauf que, par exemple, s'il avait toute une connaissance théorique liée au fonctionnement, peut-être qu'il abordera par exemple, cette réparation avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de quiétude, et surtout aussi avec beaucoup plus de professionnalisme. Ça peut être aussi la manière d'aborder aussi le client. Voilà. Le client est roi, donc il y a toutes ces règles liées, par exemple, à ce qu'on apprend, le b.a.-ba du commerce, etc. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut apprendre. Et c'est aussi la question de la posture professionnelle, comme on disait tout à l'heure. Ça peut être aussi une question liée aussi à la gestion. Donc, ce qui veut dire que ces personnes-là, elles ont ces connaissances qui sont pratiques, mais sauf que les connaissances pratiques ne suffisent pas.
On dit souvent d'ailleurs, même en poulard, que Djungwar Fobra. Une seule main ne peut pas applaudir. Donc, ce qui veut dire que ces connaissances pratiques alliées aux connaissances théoriques, donc savoir être et savoir tout simplement, permettront de faire de ces autodidactes des professionnels complets. Une sorte de complément. Alors, comment mesurer la perte que représente la non-reconnaissance de ces savoir-faire? Alors, la perte, bien sûr, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, si l'on prend par exemple en termes de valorisation, de viabilité et surtout aussi de participation à l'économie nationale. Parce que vous parlez du secteur informel. Donc, qui dit informel dit forcément sortir de la dynamique classique d'un système d'imposition et de protection. Donc, du moment que c'est des personnes qui sortent d'un système d'imposition et de protection, donc forcément, quelque part, d'abord, l'État n'arrive pas à mesurer qui sont, que font-ils et comment réguler et comment les protéger. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a tout un paradigme, il y a tout un travail de fond à faire. Alors, le travail de fond à faire, c'est déjà d'expliquer de manière pédagogique quel est l'intérêt, par exemple, de rentrer dans ce système-là. Quel est l'intérêt, par exemple, un exemple concret, prenons par exemple le cas de l'entrepreneuriat. L'intérêt pour quelqu'un qui est, on va dire, un commerçant de fait et non un commerçant de droit, de pouvoir s'immatriculer. Ils vont dire, ben non, on ne va pas s'immatriculer parce quel est l'intérêt sinon de donner de l'argent à l'État. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris le pourquoi. Pourquoi voilà, on impose, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail de fond à faire, de sensibilisation et aussi de structuration. Alors, la sensibilisation en premier, que je conseillerais quand même. Après, maintenant, une structuration. La structuration va dans le sens de créer un dispositif qui leur permettra de expliquer l'essence même de faire une formation qui complétera. Ça ne sera pas une formation complète. Par exemple, aujourd'hui, que ce soit au Maroc, il existe des dispositifs, en France, au Canada, etc., même au Bénin d'ailleurs, il en existe. C'est des systèmes qui seulement permettent tout simplement de compléter en fonction de l'acquis que vous avez. D'ailleurs, en France, vous avez le dispositif qui s'appelle VAE, validation de l'acquis par l'expérience, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de votre expérience, on va vous compléter ce dont vous avez besoin pour être un professionnel fini, un produit fini. D'accord. Alors, quelle place réserve la société à ceux qui construisent, innovent et agissent sans validation institutionnelle? Alors, on va dire que la société, elle comprend, la société, elle accepte, même si effectivement il y a des limites qui font que parfois, dès l'instant que votre niveau d'exigence en tant qu'individu atteint un certain niveau, c'est vrai que vous vous tournez moins à un professionnel qui est dans l'informel qu'à un vrai professionnel. Pourquoi? Pour des raisons d'exigence, comme je disais, de qualité de service, d'accueil, etc. Il y a toutes ces choses-là. Donc, ce qui veut dire que même s'il y a une reconnaissance, parce qu'en fait, quelque part, ces autodidactes, ces professionnels donc, qui sont dans l'informel, nous dépannent, entre guillemets, pour utiliser un terme technique, nous dépannent. Mais quelque part, ça a ses limites. Et maintenant, ces limites-là, nous pouvons bien sûr les dépasser. Les dépasser, c'est pouvoir, quelque part, légiférer. C'est surtout aussi amener à ce que ces professionnels-là puissent rentrer dans un système qui va non seulement leur être profitable, mais aussi structurer l'État en lui-même. Et ça pourrait aussi les rendre beaucoup plus crédibles par rapport aux entreprises. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, on a parlé de le fait qu'ils n'ont pas accès au financement. Parce que le fait de ne pas avoir accès au financement, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'ils ne sont pas reconnus sur le plan, quand je dis reconnus, c'est-à-dire sur le plan légal. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'informel, donc vous n'êtes pas immatriculé, donc vous avez une existence de fait et non une existence de droit. Donc, raison pour laquelle, forcément, si vous allez voir une banque, la banque va vous demander des justificatifs. La banque va essayer de voir un petit peu comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez, par exemple, un bilan? Le bilan, il est comment? Et comment fonctionner? Donc, raison pour laquelle, s'il n'y a pas quelque chose de clair, s'il n'y a pas quelque chose d'écrit, etc., forcément, vous ne rentrez pas dans les critères. Voilà. Dites-moi, alors, comment ces parcours singuliers influencent-ils les réalités locales et nationales? Alors, ces parcours-là, bien sûr, atypiques plus ou moins parfois, influencent beaucoup la réalité nationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que souvent, ces parcours répondent à des besoins de la société. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, quand on peut citer tous les formes de métiers qui existent aujourd'hui dans l'informel, on sait qu'ils ont leur place dans notre société. Que ce soit, par exemple, le teinturier que vous allez utiliser, que ce soit, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le tailleur, etc. Donc, ces personnes-là, on sait qu'elles ont un rôle. Maintenant, ce rôle-là, la question, c'est est-ce que la société leur donne cette reconnaissance dont vous parlez tout à l'heure par rapport à ça? Et c'est ça, là où il y a la problématique.
Et maintenant, je pense que s'il y a tout ce travail de fond qui pourrait être fait et qui pourrait éventuellement trouver des solutions en vue de leur permettre de mieux se structurer et d'avoir une bonne reconnaissance, peut-être que ça contribuera bien sûr à un système uniformisé et plus ou moins inclusif. Vous avez donné beaucoup d'exemples sur les tailleurs, les teinturiers, etc. Pensez-vous que la société sous-estime d'une manière ou d'une autre ces autodidactes informels qui apportent beaucoup à la société, mais qui sont la plupart du temps très invisibles? Alors oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'ils sont là. Invisibles. Pourquoi invisibles? Parce que tout simplement, comme on disait tout à l'heure, ils ne rentrent pas dans la schématisation classique d'un professionnel qu'on peut éluder tout simplement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour nous, le professionnel, c'est celui éventuellement qui a une structuration, qui a, on va dire, une société immatriculée avec des employés, etc. Ou bien, ça peut être aussi un prestataire de service. Mais je veux dire tout simplement qu'il existe de manière légale. Là, c'est le juriste qui parle, qui existe de manière légale. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme on disait tout à l'heure, non seulement il n'y a pas, on va dire, cette reconnaissance à leur juste valeur, parce que tout simplement, ils sont invisibles. Ils sont invisibles parce qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents où? Ils ne sont pas présents, par exemple, imaginons par exemple, est-ce qu'on verrait ce genre de professionnels dans des forums pour venir, par exemple, présenter leurs produits? Pourquoi? Parce que elles ont peur peut-être ou ils ont peur, pardon, de leur visibilité. Qui dit visibilité dit reconnaissance. Qui dit visibilité dit forcément indexer. Indexer, aller vérifier est-ce que ces personnes-là, légalement, elles existent. Alors, par rapport à cette, on va dire, sous-estimation, pensez quelles seraient réellement les conséquences de cette sous-estimation? Alors, les conséquences, c'est tout simplement la difficulté de pouvoir évoluer. Évoluer dans le sens, par exemple, pour quelqu'un qui est dans le secteur informel, c'est difficile pour lui de voir éclore quelque part son savoir-faire et de là pouvoir toucher une clientèle plus importante. Donc, la possibilité de pouvoir voir ses activités évoluer ou s'agrandir sont minimes. Et les conséquences pour le pays? Et les conséquences pour le pays, c'est d'avoir un pays où l'informel occupe une place très très importante, donc presque 70% aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est un manque à gagner. Un manque à gagner parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont laissées sur le bord du trottoir. Et donc, quelque part, ne cotisent pas, ne sont pas protégés. Donc, ça montre un peu l'aspect ou le côté vulnérable de la société. Et donc, ça aussi, je pense que c'est de la responsabilité aussi quelque part de l'État. Parce qu'en fait, on parle du droit social. Et dans le droit social, vous avez 3 branches. Vous avez la branche tout simplement de la protection individuelle et collective. Vous avez la branche de la protection sociale et la branche de l'aide et de l'action sociale. Et là, on est forcément dans cette branche, on va dire, de la structuration individuelle et collective. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que du moment que ces personnes-là ne sont pas structurées, et quand je dis structurées, c'est-à-dire être dans les rangs, forcément, elles seront laissées... D'accord. Alors, d'après vous, comment repenser le système pour y inclure ces autodidactes? Comment repenser le système? Repenser, moi, je trouve que le mot peut être fort. Repenser. Moi, je dirais plutôt comment améliorer. Je préfère plutôt le mot amélioration. Parce que les choses sont là, les pratiques sont là. Maintenant, comment trouver une façon, une forme de pouvoir améliorer et de pouvoir être amener à ce que ces personnes-là puissent bénéficier à travers des dispositifs dont on vient de citer tout à l'heure pour que le système puisse inclure tout le monde et aller dans le sens de participer de manière active à l'économie nationale. Alors, quelles initiatives ou modèles internationaux connaissez-vous qui pourront servir de modèle à notre pays pour donner beaucoup plus de valeur à ces autodidactes et leur savoir-faire? Alors, si l'on réfléchit par exemple au regard des standards, on va dire internationaux, etc., le modèle classique qu'on retrouve en France, au Canada, etc., c'est le système de VAE, donc validation de l'acquis par l'expérience. C'est quoi tout simplement? C'est un dispositif qui permet tout simplement de compléter l'acquis, donc l'expérience, par une formation en vue de faire de ce professionnel-là un professionnel complet qui répond bien sûr à des besoins d'une économie ou à des besoins, on va dire, tout simplement d'un système qui va s'adapter aux besoins du marché. C'est quelque chose qu'on pourrait facilement adapter? Bien sûr. Ou qu'on essaie déjà d'adapter? C'est quelque chose qu'on peut adapter, mais après, il y a tout un travail en amont qu'il faut faire. Alors le travail en amont, c'est non seulement donc créer le dispositif,
Donc, qui dit création de dispositif dit forcément parler d'une politique, dit forcément parler d'un cadre légal existant et dit forcément aussi inviter des acteurs qui sont essentiels. Alors, quand on parle de VAE, les acteurs principaux, ce sont bien sûr tout simplement les centres de formation, les écoles, les universités, etc. Donc, on puisse forcément inclure ça dans le système éducatif. Quelque part. Et ça, bien sûr, je pense que si tous ces acteurs se mettent autour de la table et prennent à bras le corps cette réalité-là, ou cette difficulté-là, ou cet art social, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Surtout que c'est des systèmes qui existent. Je ne demande pas de copier ce qui existe déjà, mais on sait qu'on peut toujours copier, mais en l'améliorant pour l'adapter à un système local. D'accord. Si vous deviez faire ou dire une phrase ou si vous avez un message à passer à une personne autodidacte avec des savoir-faire acquises par soi, que serait ce message? Alors, le message, je vais peut-être répéter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas une question de diplôme. C'est-à-dire le savoir, c'est quelque chose qu'on puisse acquérir de différentes formes. Et puis, je pense que le meilleur des savoirs, c'est le savoir autodidacte. Parce que c'est des choses où on donne de sa personne et on anime cette volonté ferme et avérée de vouloir accéder à la connaissance. Ce n'est pas, par exemple, quand vous étudiez des choses que vous n'aimez pas. Donc, finalement, c'est difficile que ces choses puissent vraiment vous servir. Mais des choses que vous avez pu apprendre, acquérir, parce que vous avez manifesté votre volonté et vous avez mis toute votre abnégation là-dessus, donc forcément, cette acquisition-là, elle est beaucoup plus... vous ne rajouteriez pas au message légalisé ou professionnalisé? Alors, légaliser, oui, de toute façon, c'est essentiel. Parce que de toute façon, on ne peut pas envisager un dispositif sans tout autour envisager un cadre légal pour orienter, encadrer ce dispositif. Maintenant, dans la légalisation, il n'y a pas que la légalisation, parce que la loi, c'est une chose. Maintenant, c'est l'application. Et surtout aussi, comment l'adapter dans l'espace et dans le temps. Et aussi, comment trouver ce système pédagogique envie de faire comprendre l'intérêt et l'utilité d'un dispositif. Parce qu'en fait, le cadre légal, les lois, ce n'est pas ce qui manque. C'est en fait, parfois, on va dire, le problème dans beaucoup de nos pays, je dis bien nos pays, parce qu'on peut les retrouver partout, c'est le fait tout simplement qu'il n'y a pas ce travail pédagogique derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette pédagogie qui va expliquer un peu à cet autodidacte quel est l'intérêt de pouvoir rentrer dans ce dispositif, par exemple, de VAE. Quel intérêt pour lui? En quoi c'est essentiel? En quoi le fait de s'immatriculer, d'avoir un système de protection, que c'est intéressant, que ça le protège, etc. En quoi, par exemple, aujourd'hui, le fait de pouvoir acquérir un module de formation qui complétera son savoir-faire permettra de faire lui un vrai professionnel au vrai sens du terme qui rentre dans les cadres classiques. Alors, merci beaucoup. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Déjà, c'était rapide. C'est vrai que les enseignants parlent beaucoup souvent. Oui, donc, docteur Boubacar Diop, enseignant, chercheur et expert en droit, merci d'avoir répondu présent, d'avoir donné autant d'informations sur les autodidactes. Alors, chers téléspectateurs, l'autodidaxie, c'est une compétence réelle. Il est temps de la reconnaître et de la valoriser. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.